Cette semaine, dans Afrique, nous rencontrons un Boubacar Bakari. Ce jeune Ivoirien de 18 ans a rejoint l'Espagne cette année après avoir été secouru en Méditerranée. Il espère y trouver un emploi et obtenir des papiers. Nous nous rendons ensuite en Ouganda et plus précisément à Wakaliwood. Ce bidonville de Kampala est devenu le berceau du cinéma ougandais. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix. Les partisans de l'opposition ont laissé éclater leur joie dans les rues de Kinshasa après l'annonce de la victoire de leur candidat à l'élection présidentielle. Félix Tshisekedi est arrivé en tête avec plus de 38% des voix devant l'autre figure de l'opposition divisée, Martin Fayulu, qui rejette les résultats. Dehors ont éclaté entre partisans des deux hommes dans la capitale congolaise. On était en train de célébrer la victoire de notre président qui a été élu aux élections. Brusquement, on aperçoit un groupe de gens portant le drapeau du MLC, des bâtons, des bouteilles et des cailloux. Ils ont commencé à s'en prendre à nous et gâcher notre fête. La victoire de Tshisekedi est historique pour la RDC. C'est la première fois qu'un opposant est proclamé vainqueur d'une élection présidentielle après les deux élections de M. Kabila en 2006 et 2011. Le dauphin de l'ancien chef d'État, Emmanuel Ramazani Shadari, est arrivé 3e du scrutin. Alors que le mouvement anti-gouvernemental ne faiblit pas au Soudan, des centaines de personnes se sont réunies à Khartoum mercredi pour soutenir Omar El-Béchir et son régime. Le président lui-même s'est adressé à la foule. Je salue à nouveau tous ceux qui se rassemblent ici, sur cette place. D'ailleurs, ce rassemblement envoie un message à ceux qui pensent que le Soudan va finir comme d'autres pays qui ont été détruits. Au même moment, les forces de sécurité soudanaises ont tiré du gaz lacrymogène pour disperser un rassemblement antigouvernemental à Omdurman, à une vingtaine de kilomètres au nord de la capitale. Les heurts ont repris vendredi. Selon le ministère de l'Intérieur soudanais, plus de 800 personnes ont été arrêtées depuis le début de la mobilisation le 19 décembre. 37 personnes y ont perdu la vie selon Amnesty International. Retour au calme dans les rues de Libreville après un putsch manqué. Lundi, un groupe de soldats a fait irruption dans les bureaux de la radio d'État et a appelé à un soulèvement, alors que le président Ali Bongo, victime d'un AVC en octobre dernier, est toujours en convalescence au Maroc. L'heure a sonné. Le jour tant attendu est arrivé. Ce jour où l'armée a décidé de se mettre aux côtés de son peuple afin de sauver le Gabon du chaos. Des manifestations mineures ont suivi cet appel à la révolte, rapidement contrôlé par les forces de sécurité. Selon la présidence gabonaise, 3 putschistes ont été arrêtés et les 2 autres ont été tués. On en a marre de rester dans le doute, l'incertitude, vous comprenez. Et nous attendons tous les réponses exactes de notre président s'il est encore apte à assumer ses rôles. Ali Bongo a été réélu en 2016, mais de nombreuses suspicions de fraude ont entaché les résultats, plongeant le pays dans une instabilité politique profonde. En son absence, le futur du Gabon est plus que jamais incertain. Ange Razoel est bel et bien le nouveau président de Madagascar. La haute cour constitutionnelle malgache a validé mardi sa victoire à l'élection présidentielle, rejetant toutes les requêtes en annulation pour fraude de son rival Marc Ravalomanane. À partir de maintenant, nous allons montrer une nouvelle image de notre pays au monde entier, fondée sur nos valeurs, pour que Madagascar devienne un modèle en Afrique. L'ancien maire d'Antananarive a remporté le second tour de la présidentielle avec plus de 55% des suffrages, contre plus de 44% pour Marc Ravalomanane. Le candidat malheureux a longtemps contesté les résultats avant d'accepter sa défaite. Des milliers de manifestants ont emboîté le pas à leur président Ould Abdel Aziz mercredi lors d'une marche contre les discours haineux et extrémistes entre communautés ethniques, diffusés notamment sur les réseaux sociaux. Un rassemblement boycotté par l'opposition appelant plutôt à un débat national. Cette marche symbolise en quelque sorte un esprit de solidarité et de réconciliation, un esprit de tolérance, un esprit de cohésion sociale. Donc moi j'espère que cette marche va permettre à tous les Mauritaniens désormais de changer leur comportement vis-à-vis des gens, vis-à-vis des autres. Cette marche répond à de virulentes polémiques qui agitent les réseaux sociaux en Mauritanie entre activistes des communautés arabo-berbères et aratines. Abou a 18 ans. Ce jeune Ivoirien est l'un des 53 000 migrants
à avoir rejoint le sud de l'Espagne cette année, 3 fois plus qu'en 2017. Arrivé à Almería en octobre, il est désormais à Madrid. Son périple vers l'Europe a duré 2 ans et s'est terminé par une difficile traversée de la Méditerranée. Il y a les femmes qui pleuraient, tout ça là. Même il y a les hommes même qui pleuraient. Mais moi, en tout cas, moi, il ne pleurait pas, mais mon cœur n'était pas tranquille. Vraiment, j'ai cru que moi, la vie, c'était fini vraiment. Abou a été secouru en mer. Il espère maintenant trouver un emploi et obtenir des papiers en Espagne. Mais beaucoup n'ont pas cette chance. Sur la plage de Barbate, cet hôtel a été érigé en hommage aux 23 jeunes Marocains qui sont morts en tentant de rejoindre l'Espagne en novembre. Ils font partie d'une longue liste, près de 700 victimes décédées en Méditerranée cette année, un chiffre qui a triplé en un an. Quand nous avons retrouvé presque tous ou tous les corps du bateau dans lequel ils voyageaient, nous avons appris qu'un nouveau corps de femme avait refait surface, une femme d'Afrique subsaharienne. La plus courte traversée entre l'Afrique et l'Espagne n'est que de 14 km. Elle est donc forcément devenue la plus attractive pour aller en Europe. Mais ces 14 km restent très périlleux pour les embarcations de fortune que les mafias vendent aux migrants. Et les autorités craignent que l'hiver ne dissuade pas beaucoup de candidats. Avec des conditions météo qui ne sont pas bonnes, une mer changeante, des courants forts, des brouillards qui peuvent surprendre, c'est une traversée extrêmement dangereuse. Certaines victimes de cette traversée sont enterrées dans ce cimetière à Tarifa, la plupart non identifiées. La tombe la plus ancienne contient les restes de 9 migrants morts en Méditerranée, il y a exactement 30 ans, en 1988. Bienvenue à Wakaliwood, ce bidonville de Kampala est le berceau du cinéma ougandais. En 13 ans, Isaac Nabwana y a tourné une 50aine de films à petit budget. Son dernier projet, une adaptation d'un classique du 7e art japonais des années 50, Rashomon. C'est une histoire intemporelle, elle a plus de 70 ans. Mais si vous regardez le film aujourd'hui, c'est exactement ce que nous vivons. Des femmes, des hommes, pas honnêtes les uns envers les autres. C'est cette trahison, tuer des innocents. J'ai décidé de l'adapter et de l'appeler Le tueur Boda Boda. Connu pour ses histoires de sorcellerie et ses films d'action, Isaac et son équipe sont devenus des pros du cinéma fait maison. L'adaptation d'une œuvre japonaise est une première, mais la cible est la même, le public local. Je l'adore parce que j'ai été surpris. Ce n'est pas le genre de film qu'on voit en Ouganda. Ça va être le premier film de ce genre. Je suis sûr que les Ougandais vont l'adorer. C'est un artiste français qui est à l'origine du projet. Louis Cyprien, un fan de Wakaliwood, finance le film grâce à une ONG qui soutient les collaborations artistiques entre l'Europe et l'Afrique. On va le voir déjà au Palais de Tokyo entre février 2019 et mai 2019, lors de l'exposition où il sera exposé non seulement avec les affiches, mais aussi avec les armes qui ont été construites pour le film. De la même manière, j'aimerais évidemment le voir projeté au Japon ou dans le cadre de certains festivals où il pourra avoir un intérêt culturel, que ce soit dans des festivals africains, dans un festival japonais ou évidemment dans des festivals en Europe. Le budget moyen d'un film de Wakaliwood est d'environ 200 $. Ce sont les acteurs eux-mêmes qui vendent les DVD. Avec la version ougandaise de Rashomon, l'équipe espère obtenir une reconnaissance internationale et permettre de donner au monde un aperçu de la créativité du cinéma ougandais. Le président égyptien Al-Sisi a inauguré dimanche dernier la plus grande cathédrale du pays à l'occasion du Noël copte. L'inauguration et la première messe se sont déroulées sous haute sécurité au lendemain d'une explosion devant une église qui a tué un policier. Quelques heures avant de se rendre à la cathédrale, le président Al-Sisi avait également inauguré une mosquée. Aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que c'est l'Égypte qui va accueillir la Cannes 2019. L'annonce a été faite mardi à Dakar par le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Hamad. Le dossier égyptien a donc été préféré à celui de l'Afrique du Sud, tandis que le Maroc n'avait pas fait acte de candidature. C'est la 5e fois que les Pharaons organisent la compétition.
Quelques heures plus tard, la star du pays, Mohamed Salah, ajoutait sa patte à cette journée mémorable en conservant son titre de meilleur joueur africain de l'année pour la 2e année consécutive. C'est tout pour cette édition d'Afrique. Rendez-vous la semaine prochaine.